Bonjour ou bonsoir en fonction du moment où vous voyez cette vidéo, j'ai le plaisir de vous accueillir pour vous raconter ces 3 histoires flippantes étroitement liées au monde des djinns. Que vous soyez musulman ou non, en islam on a l'intime croyance que les djinns existent. Que ce sont des créatures, des êtres créés d'un feu sans fumée et nous ne pouvons pas les voir car ils séjournent dans le monde de l'invisible, mais d'une manière ou d'une autre nous coexistons ensemble car eux peuvent nous voir et peuvent interagir avec nous. Alors que vous y croyez ou non, ceci reste votre avis, mais je pense que l'on peut tous témoigner que dans nos vies on a expérimenté des situations très étranges. Et je pense que les acteurs principaux de ces 3 histoires auraient voulu être de votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type de format vous plaît, à liker la vidéo, à la commenter, et on est parti pour ces 3 histoires flippantes de djinns. Cette première histoire est l'histoire d'un jeune frère dont nous n'avons pas le nom que j'ai décidé de renommer Bilal et qui avait 13 ans lors des faits. C'est une histoire qui a débuté à mon adolescence, plus précisément à l'âge de 13 ans, j'ai senti qu'il y a quelque chose d'anormal qui commençait à se produire. À cette époque, il arrivait fréquemment à Bilal de se réveiller en pleine nuit et ceci toujours sans aucune raison. Et à chaque fois qu'il ouvrait les yeux, elle était là. Une silhouette noire, immobile, devant son lit. En fait, c'était toujours un peu flou, je voyais pas son visage, c'était pas précis, mais il y a une chose que je savais, c'est que c'était une femme. Et Bilal nous explique que ces apparitions étaient totalement aléatoires, mais qu'elle apparaissait au moins une fois tous les 2 mois, évidemment la nuit. Faut savoir que pendant les toutes premières apparitions, j'étais totalement horrifié, paralysé, et je restais assis dans mon lit durant des heures, incapable de bouger et incapable de détourner le regard. Alors Bilal, avec tout le respect, moi je vois ça devant moi dans mon lit et je reste pas immobile à la fixer. Mais bon, à part ça, il se passait pas grand chose, donc j'ai fini par m'habituer à sa présence. Parfois Bilal tentait de dormir mais il n'y arrivait pas, après j'ai envie de vous dire logique. Alors il tentait de lui parler pour lui demander de partir, alors Bilal frérot t'as aucun instinct de survie. Mais bon on va mettre ça sur le coup de l'âge, faut pas oublier qu'à l'époque il avait 13 ans et évidemment ça ne fonctionnait pas. Je lui parlais mais elle ne répondait jamais. Certaines nuits la silhouette ne faisait pas que rester au pied du lit, non. Elle se rapprochait et elle se tenait parfois même au-dessus de moi, au-dessus de mon lit. C'était les moments les plus terrifiants, elle était si près de moi, j'avais l'impression qu'elle allait se pencher et qu'elle allait même me toucher. Plus tard j'en ai parlé à un de mes amis qui était psychologue et m'a dit que c'était sûrement du stress qui était lié à mon enfance parce qu'il faut dire que oui j'avais eu une enfance qui était assez difficile et je pense qu'à ce moment-là j'ai tout fait pour trouver une explication rationnelle mais je suis convaincu en réalité que c'était pas que ça. Alors les jours passèrent, les mois passèrent jusqu'à ce que ça se compte en années et durant ce laps de temps Bilal nous fait plus ou moins comprendre que les apparitions ont l'air d'avoir cessé. Mais que cette étrange silhouette aux apparences de femme est réapparue 2 fois dans sa vie. Une première fois à ses 25 ans, donc 12 ans plus tard car au début de l'histoire Bilal n'avait seulement que 13 ans, et une seconde fois 7 ans plus tard, donc a priori à l'âge de ses 32 ans. Et fait totalement insolite, c'était le jour de sa lune de miel, Allahumma barik Bilal. Mais malheureusement si je vous parle de cette nuit en particulier, c'est qu'il s'est bel et bien passé quelque chose. Cette nuit-là, ma femme me réveille en sursaut, sa voix tremble, elle est très agitée, je ne comprends pas. Une fois calmée et qu'elle a repris ses esprits, elle m'explique qu'il y a une femme en noir debout au pied du lit. À cet instant, j'ai regardé la silhouette, j'ai regardé ma femme et j'ai compris. Mais dans toute cette histoire, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ma femme voyait cette femme également. Alors pris de peur, Bilal traversa la pièce pour allumer la lumière et une fois chose faite, la femme avait totalement disparu. Alors bon réflexe ou non, pour ne pas effrayer sa femme, Bilal a fait mine de n'avoir rien vu. Je lui ai dit que je n'avais rien vu, je lui ai jamais raconté toute mon histoire et je pense pas que je le ferai un jour. Parfois, je lui demande si elle a déjà revu cette femme, mais elle me répond que non. Mais au fond de moi, je sais que c'est pas juste une toute petite histoire, c'est une partie de ma vie et j'espère que cette fameuse femme en noir ne reviendra jamais. C'est la fin de cette première histoire, alors est-ce que durant toutes ces années, Bilal s'est auto-convaincu de quelque chose qui n'était pas réel? Est-ce que tout ceci n'était pas en réalité des hallucinations comme l'a suggéré son ami psychologue? La chose troublante en tout cas dans cette histoire, c'est que sa femme a également vu cette fameuse dame. Personnellement, j'ai mon avis, à vous de vous faire le vôtre et on passe à la deuxième histoire. Pour cette seconde histoire, nous n'avons également pas l'identité de la personne qui la raconte, donc j'ai décidé que nous allions l'appeler Ali. Lorsqu'il avait 5 ans, peut-être moins, nous informe Ali, il vivait vraiment loin des grandes villes dans un village un peu isolé. Alors super, en fait, ça suffit déjà à me faire peur, on connaît déjà ce type de bled, à 19h tous les lampadaires sont éteints, il n'y a plus aucun commerce d'ouvert, il fait totalement nuit. Ali ainsi que sa famille vivaient dans une grande maison, ils étaient assez intelligents pour ne pas payer un SMIC pour vivre dans 2 mètres carrés en plein centre Paris, et non, c'est absolument pas du vécu. On vivait dans une grande maison, mais autour de nous, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste des terres agricoles, des champs et des terrains à perte de vue, il y avait juste un étang pas très loin de la maison. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans ces histoires à avoir des instincts de survie proches de zéro? La nuit, c'est vrai que l'endroit devenait assez oppressant, je me souviens de ce silence qui était omniprésent, ça me faisait vraiment peur. À cet âge-là, il arrivait fréquemment à Ali de faire des cauchemars. Bon, j'ai envie de vous dire un petit peu comme les enfants de son âge. Sauf qu'il y a un détail qui est assez troublant dans son récit, c'est que ces cauchemars, lui, c'était toutes les nuits. Je vous mens pas, je suis le père de Ali, on vit dans une grande maison, elle est isolée, mon fils de 5 ans, il se réveille toutes les nuits en criant ou en pleurant, je commence à me poser des questions. La nuit, je voyais des choses étranges et je l'ai compris bien plus tard.
que c'était des choses qui n'avaient rien à faire dans la tête d'un enfant de 5 ans. Il m'arrive fréquemment d'avoir des espèces de flashbacks, ces images elles sont encore là dans ma tête, je les ai jamais réellement oubliées. Et à force, la mère de Ali a commencé à s'inquiéter. Alors 10 sur 10 madame, je pense que c'est la première fois dans une histoire un petit peu style horreur que quelqu'un réagit assez vite. Étant donné qu'on est musulman, ma mère m'a emmené voir un imam et on lui a expliqué un petit peu toute la situation. Et je pense qu'il a compris plus ou moins la situation car une fois qu'on a terminé de parler avec lui, il m'a donné un collier. Mais c'était pas un simple collier car à l'intérieur de ce collier, il y avait des papiers qui contenaient des versets du Coran. Petite pause, je tiens à mettre au clair un petit élément dans l'histoire. Il n'est pas permis de porter des colliers, des bracelets, des amulettes contenant des versets du Coran ou bien même Ayat al-Kursi ou toutes ces choses-là. Il y a des avis à ce sujet et j'ai déjà fait une vidéo TikTok qui traite de ce thème-là. Si j'y pense, je mettrai le lien en description. Une fois que l'imam a donné le bracelet à Ali, sa mère l'obligeait constamment à le porter. Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas porter ce bracelet, du coup j'ai pas écouté ma mère. Je sais pas comment l'expliquer, est-ce que c'était moi qui voulais tenir tête à ma mère ou bien même peut-être une force qui m'en empêchait, mais j'ai vite regretté ce choix, j'aurais dû écouter ma mère car peu de temps après, tout a basculé. Une nuit, Ali nous raconte qu'il a fait un rêve ou bien quelque chose qui s'y apparente mais qui avait l'air vraiment très réel. Je me souviens, j'avais extrêmement peur, plus que d'habitude, une peur soudaine, violente. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un réflexe assez étrange, dès que j'ai pu, je me suis levé et j'ai couru vers la porte de ma chambre. Petit détail qui a son importance ou non, ça c'est à vous d'en juger, la porte de la chambre de Ali donnait directement sur le salon. J'ai ouvert la porte d'un coup et sans même me rendre compte de quoi que ce soit, ma mère était debout derrière moi. Et à ce moment-là, j'ai tourné la tête et je l'ai vue, une silhouette sombre, assise sur une chaise, avec une forme humanoïde. Je peux le parier, j'en suis sûr, c'était un homme. Je me souviens qu'il était là, il ne bougeait pas, c'est comme s'il nous attendait. Alors sa mère a peur, sa voix tremble mais courageuse devant son enfant, elle se met à réciter les versets de Ayat al-Kursi. Dans un dernier élan de courage, ma mère s'est précipitée pour allumer la lumière. Mais le salon était totalement vide, il n'y avait personne. Certains se diront que c'était qu'une hallucination, il faisait sombre, que c'était deux esprits fatigués qui ont imaginé la même chose. Mais moi, cette nuit-là, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu car ce genre de souvenir ne disparaît jamais vraiment. C'est la fin de cette seconde histoire et personnellement je trouve que l'on monte petit à petit un peu plus dans l'étrange, le paranormal. Mais accrochez-vous car cette troisième histoire surpasse de loin les deux premières. Pour cette troisième et dernière histoire, on s'envole pas très loin car l'acteur principal de cette histoire, vous le connaissez déjà. Enfin, vous la connaissez déjà car cette histoire, c'est un événement qui a eu lieu dans l'enfance de la mère de Ali. Je me permets de vous raconter une autre histoire liée à ma famille et liée au monde des djinns. Cette histoire, elle m'est pas arrivée directement, mais elle s'est déroulée chez ma grand-mère, la mère de ma mère. La maison se trouvait dans un quartier assez ancien et avant d'être construit, le terrain, il habitait un lac un peu marécageux. C'était un endroit que les gens de la ville évitaient, personne voulait ce terrain, on sait pas pourquoi, peut-être à cause de certaines superstitions. Et mon grand-père à l'époque a tout simplement acheté ce terrain car le prix en valait le coup. Après avoir décrit la maison familiale, on a une note de Ali qui nous dit: Je me demande si c'était vraiment une bonne idée d'avoir acheté ce terrain. Pour que vous puissiez imaginer encore mieux, c'était une maison qui contenait 3 étages, donc elle était assez grande. Petit détail qui selon moi a son importance et c'est pour ça que je vous le partage. Pour le cadre des fenêtres, ils ont utilisé le bois qui était sur place, donc le bois qui traînait autour du marécage. Marécage, je le rappelle, sur un terrain où il y a des superstitions. Les gars, vous êtes pas malins. Ce détail, ma mère me l'a toujours raconté avec une voix un petit peu étrange. Pour vous parler un petit peu de la famille, ma mère avait 7 frères et sœurs et tout le monde dormait au 2e étage, sachant qu'au 3e étage, il y avait un balcon. Et la nuit, tout le monde dormait avec une bougie allumée dans sa chambre. Alors je ne sais pas pourquoi il faisait ça, si c'était par rapport à l'électricité ou autre chose. Ah, c'est vrai qu'à ce temps-là, il valait mieux dormir dans le noir, mais pas dans le noir complet. Le récit commence lorsque l'un de mes oncles dormait dans sa chambre. Et soudain, il a senti que quelque chose l'étranglait. En me racontant cette histoire, ma mère me disait qu'il ne pouvait plus bouger, il manquait d'air, c'est comme s'il se battait physiquement contre quelqu'un, contre quelque chose d'invisible. C'est en se débattant de toutes ses forces que l'oncle de Ali réussit à crier, et ceci à plusieurs reprises. Toute la maison s'est réveillée dans la panique, mes oncles, mes tantes, ils ont accouru à sa chambre. On a essayé de l'aider, mais on sentait qu'il y avait une force qui le retenait. Et les membres de la famille étaient unanimes, ce qu'il se passait à cet instant était totalement anormal. C'est alors que ma grand-mère est entrée, elle a commencé à faire des doigts, des invocations, et elle a récité des versets du Coran. Le tout en maintenant l'oncle de Ali plaqué au sol, jusqu'à ce qu'ils parviennent à le réveiller, car en réalité, durant tout ce laps de temps, l'oncle de Ali était inconscient. Quand ils y sont enfin parvenus, ils ont allumé une bougie, mais on a remarqué un autre détail troublant. Mon oncle avait des ecchymoses, des bleus sur les poignets et sur d'autres parties de son corps. Au moins il y aura des choses à raconter au repas de famille. Une fois cet événement passé, tout le monde est parti se rendormir. Mais il n'aura fallu que peu de temps pour que les cris recommencent. Et cette fois-ci, c'était ma grande-tante, la grande sœur de ma mère, qui criait, elle hurlait, elle se faisait étrangler. La seule différence notable que l'on pouvait observer comparée à mon oncle, c'est qu'elle semblait éveillée. Ils ont une nouvelle fois accouru à la chambre, ils ont récité
l'exciter jusqu'à ce qu'elle parvienne à se calmer. Certains d'entre eux sont restés avec elle jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'endormir, et pourtant, ça ne s'est pas arrêté là. Les djinns sont allés dans une autre chambre, toutes les bougies s'éteignaient toutes seules, et cette fois-ci, un de mes oncles était réveillé. Quand tout le monde est arrivé à cause du bruit, il se battait, c'est comme s'il voyait quelqu'un. Et Ali raconte que la présence n'est pas restée longtemps car l'oncle était réveillé et il se débattait. Cette nuit-là, personne n'a dormi, et heureusement, ça ne s'est plus reproduit. Plus tard, on ne sait pas si c'est quelques jours ou quelques semaines, la famille a fait venir un imam à la maison. Il est venu purifier la maison avec des versets du Coran et de l'eau de Zamzam. Après ça, Ali nous raconte que les visites avaient l'air d'avoir cessé, enfin presque apparemment. Après ça, les visites avaient l'air d'avoir cessé, enfin presque, parce qu'il s'est passé d'autres choses, mais je ne peux pas vous en parler. On arrive à la fin de cette troisième histoire et honnêtement, il y a tellement de choses à dire. Mais pour celle-ci, je vais laisser travailler votre imagination et vous pourrez me dire tout ça en commentaire. Une nouvelle fois, si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. En attendant, on se dit à la prochaine pour d'autres histoires flippantes liées au monde des djinns. Salam alaikum.